Un homme possédait 3 arpents de terre fertile, mais préférait mourir lentement sous un figuier. Puis, un étranger aux yeux gris est arrivé, a prononcé une phrase qui a tout changé et a disparu en promettant de revenir dans un an. Que lui a-t-il dit? Pourquoi cet homme a-t-il soudainement abandonné son refuge d'ombre? Et qui était vraiment cet étranger mystérieux? Si vous avez déjà senti que vous viviez à moitié endormi, cette histoire va vous bouleverser. Mettez un like si vous voulez découvrir ce qui s'est passé pendant cette année. Abonnez-vous pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire quelle est votre propre graine endormie. Maintenant, laissez-moi vous raconter tout depuis le début. Dans les collines dorées de la Provence ancienne, là où le Mistral souffle avec la force des anciens prophètes, vivait un homme nommé Étienne. Son nom signifiait couronne, mais sa vie ressemblait davantage à une couronne d'épines abandonnée sur un chemin poussiéreux. Étienne possédait un petit lopin de terre hérité de son père, 3 arpents de sol fertile que d'autres auraient transformés en jardin d'Éden. Mais ses champs restaient en friche, envahis par les ronces et les chardons. Sa petite maison de pierre, autrefois blanchie à la chaux et ornée de volets bleus, s'effritait lentement sous le poids du temps et de la négligence. Chaque matin, le coq du voisin chantait avec une régularité divine, appelant le village à l'effort du jour. Et chaque matin, Étienne se retournait dans son lit, tirant la couverture râpée sur sa tête comme un linceul. « Demain », murmurait-il à lui-même, son mot préféré, son mensonge le plus doux. « Demain, je commencerai. » Et les villageois parlaient de lui avec cette pitié mêlée de mépris, réservée à ceux qui gaspillent les dons de Dieu. Étienne le dormeur, l'appelaient certains. L'homme aux mains vides, disaient les autres. Sa propre mère, avant de mourir, avait posé sa main tremblante sur son front et murmurait « Mon fils, tu as tout pour vivre, mais tu choisis de survivre à peine. » Il vivait de petits travaux sporadiques, juste assez pour acheter du pain et du vin. Le reste du temps, il le passait assis sous le vieux figuier de sa cour, regardant les nuages passer, comptant les perles d'un chapelet vide. C'était un après-midi d'été, quand la chaleur transforme l'air en miel épais, qu'un étranger arriva au village. Personne ne savait d'où il venait. Il portait des vêtements simples de voyageur, une tunique de lin décolorée par le soleil, des sandales usées qui avaient marché 1000 chemins. Ses yeux étaient d'un gris profond, comme l'eau d'un puits ancien, et sur son visage se lisait cette sagesse tranquille des hommes qui ont vu beaucoup et parlent peu. L'étranger s'arrêta devant la maison d'Étienne. Le figuier projetait son ombre bienvenue et Étienne y était affalé, à moitié endormi, une mouche explorant paresseusement son bras sans qu'il ne prenne la peine de la chasser. « Puis-je me reposer à ton ombre, ami » demanda l'étranger. Étienne ouvrit un œil. « L'ombre n'est pas à moi, elle appartient à l'arbre, fais comme tu veux. » L'étranger s'assit, tira de son sac un morceau de pain et le partagea avec Étienne sans un mot. Ils mangèrent en silence, ce langage universel des hommes fatigués. Puis l'étranger parla, sa voix douce comme le vent du soir. « Tes chants sont beaux. » Étienne ricana amèrement. « Tu te moques de moi? Ils sont morts. »« Non, » dit l'étranger en regardant intensément la paire en friche. « Ils dorment, comme toi. » Ces mots entrèrent dans le cœur d'Étienne comme une épine. « Que sais-tu de moi? » « Je sais que tu as des mains fortes qui ne servent à rien. Je sais que tu as reçu de la terre fertile et que tu la laisses pleurer de solitude. Je sais que tu attends demain, mais demain n'arrive jamais pour ceux qui dorment. » La colère monta en Étienne, cette colère qui cache toujours la honte. « Et toi, sage voyageur, que fais-tu de si important? Tu marches de village en village avec tes belles paroles ?» L'étranger sourit tristement. « Je cherche des graines qui veulent bien germer. Parfois, je n'en trouve aucune. Parfois, je trouve une graine si profondément endormie qu'elle a oublié qu'elle pouvait devenir un arbre. » Il se leva, époussetant la poussière de sa tunique. « Je reviendrai dans un an. Si tu veux, montre-moi ce que tu auras fait de tes dons. Si tu ne veux pas, continue de dormir. Mais souviens-toi, la terre pardonne l'ignorance, mais pas la paresse. » Et il partit, laissant Étienne seul avec ses pensées qu'il avait passé des années à éviter. Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas.
Les paroles de l'étranger tournaient dans sa tête, comme le moulin du village. La terre pardonne l'ignorance, mais pas la paresse. Chaque mot était une accusation, chaque silence entre les mots était un miroir. À l'aube, quelque chose d'étrange se produisit. Ses jambes le portèrent hors du lit avant que son esprit ne puisse protester. Ses mains saisirent une vieille houe rouillée qu'il n'avait pas touchée depuis des années, et il se retrouva dans son champ face à 3 arpents de désolation. La terre était dure comme la pierre. Les ronces avaient des racines profondes comme la malice. Le soleil tapait sans pitié. Après 10 minutes, ses paumes se couvrirent d'ampoules. Après 20 minutes, son dos hurlait de douleur. Après 30 minutes, il jeta la houe et s'effondra, le visage dans la poussière. « C'est impossible, gémit-il. C'est trop dur. Je ne suis pas fait pour cela. » Il rentra chez lui, s'affala sous le figuier et pleura. Des larmes de rage, de frustration et de quelque chose de plus profond. Le désespoir de celui qui commence à voir sa propre médiocrité. Mais le lendemain matin, ses jambes le portèrent à nouveau vers le champ. Et le jour suivant. Et celui d'après. C'était pathétique au début. Il travaillait 10 minutes, se reposait 1 heure. Il arrachait une touffe de ronces, puis s'asseyait pour contempler son travail, comme si c'était les pyramides d'Égypte. Les villageois passaient, secouaient la tête avec un sourire narquois. « Regarde, Étienne travaille, » disait l'un. « Attendons de voir combien de temps ça dure, » répondait l'autre. Parmi eux, il y avait Marguerite, la vieille sage-femme du village. Elle s'arrêta un jour près de son champ, appuyée sur sa canne tordue. Ses yeux, enfouis dans un visage ridé comme une noix, brillaient d'une intelligence aiguë. « Pourquoi tu fais ça, Étienne » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, essuyant la sueur de son front. « Un homme m'a dit que mes champs dormaient, alors j'essaie de les réveiller. » Marguerite hocha la tête lentement. « Tu sais quelle est la différence entre un champ et un homme ? » ?»« Non. Le champ ne peut pas choisir de rester en friche. Toi, tu le peux, et c'est là que réside toute ta dignité dans ce choix. » Elle s'éloigna, laissant Étienne méditer sur ces paroles. Les semaines passèrent. Le travail restait brutal, mais quelque chose changeait. Ses mains développèrent des callosités. Son dos s'habitua à la courbure. Et, plus important encore, son esprit commença à changer. Il remarqua des choses qu'il n'avait jamais vues. La façon dont la lumière du matin caressait les collines. Le chant des alouettes au crépuscule. La satisfaction étrange et profonde de voir la terre noire et fertile apparaître sous les ronces arrachées. Il n'était pas seul dans son combat. Un jeune garçon du village, Thomas, commença à venir après l'école pour l'aider. Thomas était maigre et timide, souvent moqué par les autres enfants parce qu'il bégayait. Mais dans le champ d'Étienne, il ne bégayait pas. Il travaillait en silence. Et dans ce silence, ils devinrent amis. « Pourquoi tu as commencé ?» demanda Thomas un soir, alors qu'ils partageaient une gourde d'eau. Étienne regarda le ciel qui virait au rose et à l'or. « Parce que j'en avais assez d'être un homme mort qui respire encore. » Thomas hocha la tête gravement, comme s'il comprenait parfaitement. Mais alors que l'automne arrivait, peignant les collines de rouge et d'or, le découragement frappa à nouveau. Étienne avait défriché peut-être 1/3 de son champ. Ses économies étaient épuisées. L'hiver approchait, temps où aucun travail ne peut être fait sur la terre gelée, et il n'avait toujours rien planté. « À quoi bon ?» se dit-il une nuit, seul dans sa maison froide. « J'ai travaillé pendant des mois, et pourquoi ? La moitié de mon champ est encore en friche. Je n'aurai pas de récolte cette année, j'ai échoué. » La tentation du vieux confort l'appelait comme un chant de sirène. Il pourrait abandonner maintenant, retourner sous son figuier, se dire qu'au moins il avait essayé. C'est exactement ce qu'il décida de faire. « Je le savais, » disait le forgeron. « Un paresseux reste un paresseux. Quelques semaines de travail ne changent pas une vie de sommeil. » Marguerite, la vieille sage-femme, passa devant sa maison et secoua tristement la tête. Elle ne frappa pas à sa porte. Personne ne le fit. Un soir de janvier, alors que la neige tombait doucement sur les toits du village, Étienne toucha le fond. Il était assis dans l'obscurité de sa maison,
une bouteille de vin à moitié vide à ses pieds, regardant les ombres danser sur les murs. Et dans ces ombres, il vit le visage de sa mère morte, celui de son père qui avait labouré ses champs jusqu'à son dernier souffle, et celui de l'étranger aux yeux gris. « Je suis pathétique », murmura-t-il dans le silence. « Je ne suis même pas capable de maintenir un effort pendant quelques mois. Je suis exactement ce qu'ils disent tous. » C'est alors qu'il entendit un bruit dehors, des pas dans la neige, puis un cri étouffé. Étienne se leva péniblement et ouvrit la porte. Tova était là, effondré dans la neige près de son portail. Le garçon tremblait violemment, ses lèvres bleues, ses vêtements trempés. Il tenait quelque chose contre sa poitrine, un sac de toile. « Thomas !» Étienne se précipita, soulevant le garçon dans ses bras et le portant à l'intérieur. Il raviva le feu, enveloppa l'enfant dans toutes les couvertures qu'il put trouver, frictionna ses mains gelées. « Qu'est-ce que tu faisais dehors par ce temps fou que tu es ?» Le garçon, grelottant, ouvrit le sac. À l'intérieur, il y avait des graines de blé, de légumes, d'herbes aromatiques. Certaines étaient anciennes, conservées par les grands-mères du village depuis des générations. J'ai demandé à tout le monde, j'ai dit que c'était pour votre champ que vous alliez planter au printemps. Certains ont ri, mais d'autres ont donné. Marguerite a donné les graines de son jardin secret. Elle a dit que vous en auriez besoin. Étienne regarda les graines, puis le garçon, puis encore les graines. Quelque chose se brisa en lui, un barrage qui retenait des années de douleur, de honte et de peur. Il pleura. Non pas les larmes de frustration qu'il avait versées dans son champ, mais des larmes de véritable chagrin. Il pleura pour toutes les années perdues, pour tous les demain qui n'étaient jamais venus, pour l'homme qu'il aurait pu être et qu'il n'était pas devenu. « Pourquoi ?» demanda-t-il à Thomas. « Pourquoi tu crois en moi alors que je ne crois même pas en moi-même ?» Le garçon le regarda avec ses yeux d'enfant qui voient parfois plus clair que ceux des adultes. « Parce que, quand vous travailliez dans le champ, vous étiez heureux. Je vous ai vu. Et quand vous êtes heureux, je le suis aussi. Vous êtes le seul qui ne se moque pas de moi. » Cette nuit-là, après que Thomas fut rentré chez lui, bien au chaud et avec un bol de soupe chaude dans le ventre, Étienne resta éveillé jusqu'à l'aube. Il regarda les graines disposées sur sa table comme des joyaux précieux. Chaque graine était une promesse, un vote de confiance, un acte de foi. Et il comprit quelque chose de fondamental. Il n'avait pas abandonné son champ, il avait abandonné les gens qui croyaient en lui. Il avait abandonné le garçon, qui avait bravé la tempête pour lui apporter des graines. Il avait abandonné la vieille Marguerite, qui avait donné ce qu'elle avait de plus précieux. Pire encore, il s'était abandonné lui-même. La paresse n'était pas juste de la fatigue ou du manque de motivation, c'était un mensonge qu'il se racontait, encore et encore, que ses efforts ne comptaient pas, que son travail était inutile, que rien ne changerait jamais. C'était un suicide lent de l'âme, une mort par négligence de soi-même. Mais cette nuit-là, dans le froid mordant de l'hiver, avec un sac de graines sur sa table et le souvenir d'un enfant tremblant dans la neige, Étienne prit une décision. Non pas la décision facile du « je commencerai demain », non pas la décision émotionnelle du moment qui s'évapore avec l'aube, mais une décision profonde, ancrée dans ses os. Il ne se trahirait plus jamais, ni lui-même, ni ceux qui croyaient en lui. Le lendemain matin, malgré la neige, malgré le froid qui transformait son souffle en vapeur blanche, Étienne sortit. Il ne retourna pas dans son champ, la terre était gelée, inutile. Mais il alla de maison en maison, remerciant personnellement chaque personne qui avait donné des graines à Thomas. Certains fermèrent leurs portes, d'autres ricanèrent. Mais Marguerite, elle, l'invita à entrer. « Tu as compris alors ?» dit-elle en lui servant un thé brûlant. « Compris quoi ? Que la paresse n'est pas ton véritable ennemi. Ton véritable ennemi, c'est le désespoir. La paresse n'est que son fantôme. » Elle posa sa main noueuse sur sa lienne. « Écoute-moi bien, Étienne. L'hiver est nécessaire. Même les champs doivent se reposer. Mais le repos et l'abandon sont deux choses différentes. L'un prépare la croissance, l'autre prépare la mort. » Ces paroles s'imprimèrent dans son cœur comme un seau sur de la cire chaude. Étienne passa le reste de l'hiver différemment.
Il ne pouvait pas travailler son champ, mais il travailla sur lui-même. Il répara sa maison, planche par planche. Il aida ses voisins, portant du bois pour les personnes âgées, réparant des outils pour le forgeron, sans attendre d'être payé. Il lisait le soir à la lumière tremblante d'une chandelle des vieux livres sur l'agriculture que le curé du village lui prêta. Et chaque soir, il regardait les graines sur sa table, comptant les jours jusqu'au printemps. Le printemps arriva comme une résurrection. Les premiers bourgeons éclatèrent sur les arbres avec une violence joyeuse. La neige fondit en torrents argentés qui dévalaient les collines. Et Étienne, pour la première fois de sa vie, était prêt. Il se leva avant l'aube le premier jour du dégel. Ses outils qu'il avait soigneusement nettoyés et aiguisés pendant l'hiver brillaient dans la lumière naissante. Les graines étaient organisées dans de petits sachets de tissu, chacun étiqueté avec soin. Mais quand il arriva à son champ, il s'arrêta net. Le champ n'était plus en friche. Pendant la nuit, pendant qu'il dormait, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Son champ avait été entièrement défriché. Les dernières ronces avaient été arrachées, la terre avait été retournée, des sillons parfaits attendaient les semences. Étienne tomba à genoux, stupéfait. Puis il vit les traces, des dizaines de traces de pas différentes dans la terre humide, petites et grandes, jeunes et vieilles. Le village entier était venu pendant la nuit. Thomas apparut derrière lui, un sourire timide sur le visage. « Nous voulions vous aider, parce que vous avez aidé tout le monde cet hiver. » Puis vinrent les autres. Le forgeron qui avait raillé Étienne arrivait en portant des outils neufs. « Tu en auras besoin pour planter, » grogna-t-il, mal à l'aise mais sincère. Marguerite s'approcha, appuyée sur sa canne. « Tu vois, Étienne, quand tu as vaincu ta paresse intérieure, tu as permis aux autres de vaincre la leur. Ta transformation a inspiré la nôtre. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Étienne, mais c'étaient des larmes de gratitude, de joie pure. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Je vous ai déçu, j'ai abandonné. Pourquoi m'aidez-vous » C'est le curé qui répondit, un homme simple qui parlait rarement, mais dont chaque mot comptait. « Parce que tu t'es relevé. La sainteté n'est pas de ne jamais tomber, mon fils, c'est de se relever chaque fois qu'on tombe, et tu t'es relevé. » Ce jour-là, tout le village planta le champ d'Étienne. Les hommes creusaient les sillons, les femmes semaient les graines, les enfants arrosaient avec des seaux d'eau pris au puits. C'était comme une fête, un rituel ancien célébrant non pas la terre, mais quelque chose de plus profond, la rédemption d'un homme. Alors que le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de rose et d'or, l'étranger réapparut. Il s'avança lentement vers le champ, observant le travail accompli avec ses mêmes yeux gris profonds. Tout le village devint silencieux. « Tu as tenu ta promesse, » dit l'étranger à Étienne. « Je suis tombé en chemin, » répondit Étienne honnêtement. « J'ai abandonné pendant l'hiver. »« Je sais, et c'est justement pour cela que tu as réussi. »« Je ne comprends pas. » L'étranger sourit, un sourire triste et beau à la fois. « Étienne, je ne t'ai pas demandé de devenir parfait. Je t'ai demandé de te réveiller. Et regarde, il fit un geste vers le champ, vers les villageois, vers Thomas qui se tenait fièrement à côté d'Étienne. Tu ne t'es pas réveillé seul, tu as réveillé tout un village. » Il posa sa main sur l'épaule d'Étienne. La paresse est comme un sommeil profond. On peut en sortir brutalement, mais on y retombe vite. Pour vaincre vraiment la paresse, il faut comprendre pourquoi on dormait. Toi, tu dormais parce que tu avais perdu l'espoir. Tu pensais que tes efforts ne comptaient pas. Et maintenant ? Maintenant, tu sais que chaque petit effort compte, que chaque graine plantée est une victoire, que chaque jour où tu choisis de te lever est un acte de courage. La paresse n'est pas vaincue par un grand geste héroïque,
Elle est vaincue par 1000 petits choix quotidiens. L'étranger se tourna vers le village rassemblé. Et vous tous, vous avez appris quelque chose aussi. Vous avez appris que juger la paresse d'un homme est facile, l'aider à se relever est difficile, mais c'est seulement en l'aidant que vous vous élevez vous-même. Il y eut un long silence, le genre de silence qui suit les vérités profondes. Puis l'étranger commença à partir. Étienne courut derrière lui. « Attendez, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous venu ici ?» L'étranger se retourna une dernière fois. « Je suis juste un jardinier, Étienne. Je plante des graines dans les cœurs endormis. Certaines ne germent jamais. Mais toi, tu es devenu un arbre magnifique. » Et il disparut sur la route poussiéreuse, avalé par la lumière dorée du couchant. Cette nuit-là, Étienne resta longtemps éveillé, regardant les étoiles par sa fenêtre. Il pensait à tout ce qui s'était passé, la honte, la chute, la rédemption. Et il comprit enfin la leçon complète. La paresse n'était pas vaincue par la discipline seule. Elle était vaincue par l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie elle-même. Quand on aime vraiment quelque chose, on ne peut plus rester paresseux en Varel. Il avait appris à aimer son champ, son village, et surtout, il avait appris à s'aimer lui-même, pas comme il voulait être, mais comme il était. Imparfait, faillible, mais capable de changement. L'été transforma le champ d'Étienne en une mer d'or et de verre. Le blé ondulait sous le vent comme des vagues vivantes. Les légumes poussaient gros et juteux. Les herbes aromatiques parfumaient l'air de leurs essences douces et piquantes. Mais ce n'était pas la récolte qui stupéfiait le plus les villageois. C'était Étienne lui-même. L'homme qui se cachait sous un figuier, fuyant la vie, était devenu quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un de parfait, il avait encore des jours difficiles, des matins où se lever était une bataille. Mais ces jours-là, il se levait quand même. Pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il avait compris quelque chose de fondamental, la motivation suit l'action, elle ne la précède pas. Thomas venait tous les jours après l'école. Ensemble, ils travaillaient le champ et Étienne enseignait aux garçons tout ce qu'il apprenait. « Tu vois, Thomas, disait-il en montrant une jeune pousse perçant la terre, cette plante ne se demande pas si elle a envie de pousser. Elle pousse, point final. C'est sa nature, et c'est aussi la nôtre. » Le garçon ne bégayait presque plus. Le travail de la terre l'avait transformé autant qu'Étienne. Quand vint le temps de la moisson, ce fut une célébration pour tout le village. Les gerbes de blé doré étaient attachées avec des rubans rouges, comme pour une mariée. Les femmes préparèrent un festin avec les premiers légumes du champ. Les hommes installèrent de longues tables sous les arbres. Étienne se tenait au milieu de son champ récolté, regardant autour de lui avec émerveillement. 1 an plus tôt, cet endroit était mort. Maintenant, il vibrait de vie. Marguerite s'approcha, lui tendant une miche de pain fraîche faite avec son blé. « Goûte, dit-elle simplement. » Il mordit dans le pain encore chaud. C'était le meilleur pain qu'il avait jamais mangé. Pas à cause de sa qualité, mais à cause de ce qu'il représentait. Chaque grain de ce blé avait été planté avec ses mains. Chaque épi avait poussé grâce à ses soins quotidiens. Ce pain était le fruit tangible de sa victoire sur lui-même. « Cela a le goût du courage, » murmura-t-il. Marguerite rit doucement. « Non, mon enfant, cela a le goût du travail accompli, et il n'y a pas de goût plus doux au monde. » Pendant le festin, les villageois demandèrent à Étienne de parler. Ils voulaient entendre son histoire, comprendre comment il avait changé. Étienne se leva, mal à l'aise devant tant de regards. Puis il commença. « Il y a 1 an, j'étais un homme mort. Pas mort physiquement, mais mort à l'intérieur. Je pensais que ma paresse était juste de la fatigue, ou du manque de chance, ou la faute de quelqu'un d'autre. Mais un étranger est venu et m'a montré la vérité. J'étais paresseux parce que j'avais perdu espoir. » Il regarda Thomas, puis Marguerite, puis tous les autres. « Vous m'avez appris que vaincre la paresse n'est pas une question de volonté, c'est une question d'amour. Quand j'ai commencé à aimer mon champ, à aimer ma vie, à m'aimer moi-même, le travail n'était plus un fardeau, il était devenu une joie. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais j'ai aussi appris qu'on ne peut pas le faire seul. Quand je suis tombé cet hiver, vous m'avez relevé. Vous avez cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même, et c'est ce qui a fait toute la différence. » Il leva son verre. « Alors je bois à vous tous. Vous m'avez sauvé la vie.
pas en me donnant quelque chose, mais en m'aidant à devenir ce que j'aurais toujours dû être. » Le silence suivit ces paroles, puis une ovation. Mais dans ce bruit joyeux, Étienne entendit quelque chose d'autre. Le murmure du vent dans les arbres, le chant des grillons dans l'herbe, le battement de son propre cœur, la symphonie de la vie qu'il avait presque laissé passer. Les années suivantes, le chant d'Étienne devint le plus productif du village. Mais plus important encore, Étienne devint un mentor. Les jeunes gens qui luttaient avec la paresse, le découragement ou le désespoir venaient travailler dans son champ. Il ne leur faisait jamais la morale. Il travaillait simplement à leur côté, montrant par l'exemple que la transformation est possible. Thomas, maintenant un jeune homme, gérait son propre champ. Un don d'Étienne le jour de son 16e anniversaire. « Comment puis-je vous remercier ?» avait demandé le garçon, les yeux brillants de larmes. « En faisant pour quelqu'un d'autre ce que j'ai fait pour toi », avait répondu Étienne simplement. Un soir d'automne, alors que les feuilles tombaient comme de l'or liquide et que l'air sentait la terre et les pommes mûres, Étienne s'assit sous son vieux figuier. L'arbre était toujours là, mais son ombre n'était plus un lieu de fuite. C'était un lieu de repos mérité. Il pensait à l'étranger, qui n'était jamais revenu. Ou peut-être qu'il revenait tous les jours, dans chaque choix qu'Étienne faisait de se lever, de travailler, d'aimer. Et il comprit la leçon finale, celle qu'il porterait jusqu'à son dernier souffle. La paresse n'est pas vaincue une fois pour toutes. C'est une bataille quotidienne, un choix renouvelé chaque matin. Certains jours en gagnent facilement, d'autres jours c'est une guerre. Mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, nourrit l'âme et prépare la prochaine. La vie n'attend pas que nous soyons prêts, elle n'attend pas que nous ayons envie, elle se déroule, seconde après seconde. Et chaque seconde où nous choisissons d'agir plutôt que de dormir est une seconde volée à la mort et donnée à la vie. Étienne ferma les yeux, sentant la brise fraîche sur son visage, et il sourit, ce sourire profond de celui qui a trouvé sa place dans l'univers, non pas en étant parfait, mais en étant pleinement vivant. Le figuier murmura au-dessus de lui, et dans son murmure, Étienne crut entendre la voix de l'étranger. Une graine endormie est une promesse brisée, mais une graine qui germe, même difficilement, même lentement, devient un arbre qui nourrit des générations. Souviens-toi, Étienne, tu n'es pas juste un homme, tu es une graine qui a choisi de vivre. Et tandis que les étoiles s'allumaient une à une dans le ciel violet, Étienne sut que sa vie, avec toutes ses imperfections et ses luttes, était exactement ce qu'elle devait être, un témoignage vivant que la transformation est toujours possible, et que le plus grand des miracles n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois qu'on tombe. Car, au final, vaincre la paresse, c'est simplement choisir la vie, encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce choix devienne aussi naturel que respirer. Alors voilà ce qu'Étienne a finalement compris sous son figuier, et c'est la vérité la plus puissante de cette histoire. La paresse n'est pas vaincue une fois pour toutes. C'est une bataille quotidienne, un choix renouvelé chaque matin au réveil. Certains jours, tu gagnes facilement, d'autres jours, c'est une guerre. Mais chaque petite victoire nourrit ton âme et prépare la prochaine. La vie n'attend pas que tu sois prêt, elle n'attend pas que tu en aies envie, elle se déroule seconde après seconde, et chaque instant où tu choisis d'agir plutôt que de dormir est un instant volé à la mort et donné à la vie. Le plus grand miracle n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois. Parce qu'au final, vaincre la paresse, c'est simplement choisir la vie, encore et encore, jusqu'à ce que ce choix devienne aussi naturel que respirer. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la première petite action que tu vas faire demain matin pour réveiller ta propre graine endormie? Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour plus d'histoires qui transforment. Et souviens-toi, tu n'es pas juste une personne, tu es une graine qui peut choisir de vivre.